Vous accueillir. Vous venez de Tarbes, vous venez de Pau, vous deviez venir de Bordeaux. Monsieur Petit devait être là et il a été bloqué par les événements agriculteurs là, à Bayonne. Oui, ravi de vous recevoir. C'est un peu un temps fort qu'on a depuis maintenant 3-4 ans, d'essayer de se retrouver et d'ouvrir les travaux du labo à tous les lycées du bassin. Donc on vous remercie vraiment d'être là dans une salle un peu sombre alors qu'il fait très beau là dehors. On voulait remercier en premier lieu les trois intervenants, nos trois chers collègues, donc Marc Dambrine qui va commencer l'après-midi d'études. Ensuite nous aurons Jean Rocher qui est ici et François Dadi. Remercier aussi, ils ont été vraiment très sympas là, les agents qui ont permis d'installer la salle, voilà, tous les administratifs. Aujourd'hui le thème c'est sur la modélisation, les modèles. Donc on va commencer avec Marc. En un mot, lui c'est son quotidien de chercheur, c'est des profs de maths appli. Et donc il crée des modèles, il utilise des modèles, quel est leur sens pour faire quoi. Donc il va vraiment avoir un travail de narration de ce qu'il fait un peu au quotidien. On enchaînera après sur les modèles en probabilité avec Jean. Alors dans son petit abstract, il a dit il n'y a pas de paradoxe en probabilité, mais que des énoncés ambigus. Alors bon, on va voir ce qu'il entend par là. Effectivement, la notion de modèle, comment on définit un modèle en probabilité. Moi, je n'ai pas compris tout de suite ça qu'il y avait des modèles en probabilité. En tout cas, certainement pas quand j'étais jeune enseignant. Donc tu vas nous éclairer là-dessus. Et puis on finira avec François Dadi, je ne sais pas où il est François, il est là, avec quelque chose assez à la croisée entre les mathématiques et la physique, l'histoire des sciences aussi, puisqu'il a pris le thème de la journée au pied de la lettre. C'est vraiment l'histoire, au sens propre, des modèles du système planétaire, des Grecs, les premières cosmogonies grecques à presque les choses plus contemporaines. Mais bon, c'est vraiment sur les grands physiciens classiques. Donc voilà, trois regards croisés sur une même thématique que j'en dis pas plus et je laisse la parole à Marc Dambrine. Ah oui, je te l'ai. Merci Olivier. Ça marche? Non, ça c'est bon. Faut que j'y voie un peu. Bon tout d'abord, merci à toute l'équipe de Labomat, merci pour l'invitation. Alors, histoire de modèles. Pour moi, les modèles, c'est quand même quelque chose qui est consubstantiel à l'histoire des maths, donc c'est super que François en parle après. Les mathématiques, elles se sont vraiment développées en mathématiques pour les mathématiques. C'est le cas aujourd'hui, de temps en temps. On va se poser des questions à ce qu'on est curieux, parce qu'il y a un côté poésie, repousser la frontière un peu partout, y compris en mathématiques, quelque chose qui est proche, très propre à l'esprit humain. Mais la plupart du temps, quand on regarde les grandes avancées mathématiques, le calcul différentiel, le calcul intégral, toutes ces choses-là, elles ont été inventées pour répondre à des questions pratiques, de physique. L'ingénierie, on appellerait ça maintenant. Et donc, le modèle, pour moi, est quelque chose qui est complètement consubstantiel aux maths. On ne peut pas comprendre un objet mathématique, la notion de calcul différentiel, la notion d'équation différentielle, sans relier cette notion, ce concept, à une problématique, à des modèles qui ont fait qu'on s'est posé cette question. Une question, ça ne vient pas ex nihilo de l'esprit humain. Alors, je vais essayer d'expliquer ça, et j'ai trouvé cette citation, qui n'est pas du tout de moi, je vais expliquer de qui elle est juste après, qui définit l'activité du mathématicien et du mathématicien appliqué. Les modèles sont au cœur de ça, observer, modéliser. Généralement, c'est ce qu'on laisse faire à nos collègues, des physiciens, les biologistes, les médecins, les économistes. Ils observent une phénoménologie, ils déterminent quelles sont les grandeurs d'intérêt et les lois qui régissent l'évolution de ces quantités. Généralement, le mathématicien n'apparaît pas beaucoup dans cette partie de l'histoire. Une fois qu'on a un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui, en gros, on peut imaginer un système d'équations, on va l'analyser.
L'analyser, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce qu'il y a une solution à ce système d'équations? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les qualités, propriétés qualitatives de la solution? Et puis, très vite, on va se rendre compte que ces équations, on ne pourra pas les résoudre à la main. Si je prends une équation différentielle au hasard, a priori, je ne sais pas la résoudre, analytiquement. Et ce qui a complètement tout changé, la donne, c'est l'apparition de l'informatique qui a permis de dire « Ah, ce que je ne savais pas résoudre de manière exacte à la main, je vais pouvoir le résoudre entre guillemets. » Alors pour un mathématicien, c'est pas résoudre, on va trouver une approximation, mais qui permettra de voir un peu mieux ce qui se passe. Et puis, une fois que je sais faire ça, il faut se poser la question de « Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on veut décrire un phénomène ?» Et là, c'est plus le boulot du biologiste, du physicien, c'est plus le boulot du matheux. Celui qui veut utiliser un phénomène parce qu'il a compris pour pouvoir faire quelque chose, ça va être l'ingénieur. On va vouloir faire une machine qui utilise un phénomène qu'on sait décrire, prédire, amener où on veut, pour concevoir, avoir un effet qu'on souhaite avoir. Ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être un placement financier, ça peut être la conception d'une voiture ou d'un avion. D'accord? Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? La première phase. Quels sont les problèmes qu'on se pose en tant que mathématicien sur ce modèle, où on intervient dans cette histoire, et puis la fin aussi qu'il ne faut pas oublier. Parce que mon activité personnelle, c'est plus dans cette thématique-là. Moi, je suis un optimiseur de forme, donc je vous en parlerai un peu à la fin. C'est plus, une fois que j'ai un modèle, que je sais lire des choses sur l'existence de solutions, sur les propriétés, que je sais le simuler, je vais vouloir l'optimiser pour arriver à un effet souhaité. Donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. Et à tout seigneur, tout honneur, l'homme qui a fait cette citation, c'est Jacques-Louis Lyons. Alors je ne sais pas si vous connaissez Jacques-Louis Lyons, c'est l'un des plus grands mathématiciens français du XXe siècle. C'est lui qui a fondé toute l'école d'analyse des EDP et analyse numérique française. C'est accessoirement le fondateur d'INRIA, le fondateur du CNES. C'est un personnage incroyable. À 15 ans, il s'est engagé dans la résistance. Vous voyez sa date de naissance, on est en 48. Il a quitté le lycée, il est entré dans la résistance, et en sortant, il est rentré à l'école polytechnique, il a fait une thèse avec Laurent Schwartz. Et c'est devenu le fondateur d'une école mathématique dans laquelle beaucoup d'analystes et d'analystes numériciens, analystes appliqués français, sont descendants. Alors, si je regarde mon directeur de thèse, le directeur de thèse, le directeur de thèse, etc., je descends de Jacques-Louis Lyons, je sais que Guy, c'est pareil. On a toute la communauté à peu près. Et donc, il avait cette magnifique description de la justification de l'intérêt des mathématiques. Les mathématiques appliquées, elles veulent donner du monde une représentation qui permet de le comprendre. C'est le modèle. Et cette représentation, elle permet de le comprendre pour faire quelque chose, pour savoir comment on peut l'utiliser. Et ce qui l'intéresse, évidemment, c'est d'aller le plus loin possible là-dedans. Donc toute son œuvre mathématique, il a fait des travaux tout à fait fondamentaux, mais il a ouvert aussi des branches vers la théorie du contrôle, vers l'optimisation, calcul des variations, etc., et l'analyse numérique. Accessoirement, le plus gros laboratoire d'analyse numérique de France s'appelle le laboratoire Jacques-Louis Lyons. Il a terminé sa vie il n'y a pas si longtemps en étant professeur au Collège de France. Alors, comme tout bon mathématicien, on va essayer de commencer par définir ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors, un modèle, c'est très vague. Si vous discutez avec un biologiste, un modèle biologiste, ça ne sera pas un modèle de mécanicien, ça ne sera pas le modèle d'un automaticien, ça ne sera pas le modèle d'un médecin, ou d'un modèle économique, le fameux business model des sociétés. Ce sont des choses complètement différentes, avec le même vocabulaire. Alors pour moi, un modèle mathématique, c'est je traduis l'observation d'un phénomène en un vocabulaire mathématique. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir utiliser des outils mathématiques, des théorèmes, du calcul, des choses dans ce genre.
Et réciproquement, et ce qui fait la force de ce concept, c'est que je vais pouvoir l'utiliser pour faire de la prédiction. Alors, qu'est-ce que je dois attendre d'un modèle? Un modèle est pertinent si on peut s'en servir. Si j'écris un modèle trop compliqué, et c'est l'un des gros pièges de la modélisation, c'est que j'arrive très vite à quelque chose d'inexplicable, et j'arrive à absolument rien dire. Si je veux décrire la réalité, j'écris des équations, des équations, des équations. Je suis à toutes les échelles, et puis finalement, c'est tellement compliqué que je ne sais rien dire. Donc il faut savoir décerner ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et puis faire le tri, éliminer, et se dire qu'un modèle, de toute façon, ça sera faux, mais ça peut servir. L'exemple le plus connu en histoire des sciences, c'est la mécanique de Galilée. La mécanique de Galilée, on sait tous que c'est faux. La relativité, la mécanique quantique sont passées par là. Cela dit, à l'échelle où on est, on n'a pas besoin de relativité, on n'a pas besoin de la mécanique quantique pour construire des voitures, des avions. Ça marche très bien. Donc il y a un point de vue de le modèle, ça doit rester simple, ça doit décrire quelque chose, tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Ok, alors je veux pouvoir que mon modèle doit effectivement décrire ce que je veux, à l'échelle où je veux, avec la perspective que je veux. Et puis il doit être calibrable, ça veut dire que dans mon modèle j'ai les paramètres. Je dois pouvoir estimer les paramètres à partir de ce que j'observe, sinon mon modèle ne servira à rien. Et puis je dois pouvoir le calculer sa solution, ou au moins savoir l'approcher. Ok, alors, comment on fait pour créer un modèle? Il y a plein de choses, dont j'ai déjà un peu parlé. Le code couleur, c'est que le mathématicien, je l'ai mis en rouge, et le spécialiste de modélisation, ça peut être le physicien, le biologiste, l'économiste, tout ce que vous voulez, je l'ai mis en bleu. Alors, première chose, on regarde ce qui se passe, et on essaye de définir quelles sont les quantités intéressantes. Qu'est-ce qui va rentrer en compte dans le modèle? Prenons l'exemple des transferts de chaleur. On peut se dire, les quantités intéressantes, c'est la température. Ça peut être l'énergie, la chaleur elle-même. Et on sait que l'équation de Fourier, qui décrit de manière classique la façon dont un corps se refroidit ou se réchauffe, elle va se décrire de la manière suivante. Je vais écrire un bilan d'énergie, les lois de conservation, dt moins divergence du flux de chaleur, égale à 0, même si à la source, ou égale à la source, ou au terme de perte. Et puis, je vais avoir une loi qualitative, une loi de Fourier, qui va me dire que je vais être capable de relier ce flux de chaleur à la température et à la capacité calorifique. Donc ça, c'est l'étape 2, comprendre et décrire ces choses-là. Ça, c'est les lois qui régissent la façon dont les quantités d'intérêt que j'ai définies dans la première étape sont reliées entre elles. Troisième étape, on met tout ça en équation. Bon, on espère qu'on a autant d'équations que d'inconnues, sinon généralement on va avoir un petit souci. Et puis là intervient le premier rapport du mathématicien. On essaye de résoudre cette équation. Alors, si j'ai un modèle dans lequel je sais montrer qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'est pas très bon pour décrire quoi que ce soit. On espère qu'il y a une solution, mais des fois on en a trop. L'exemple le plus simple, c'est ce qui se passe dans un transport derrière au moment d'un choc, quand votre avion passe à Mach ou je ne sais pas combien, ou qu'il y a une décompression de gaz. Il y a plein de solutions aux équations qui ont été posées. Et parmi toutes ces solutions, il va bien falloir savoir quelle est celle qui est physique, la bonne. La problématique, là, va être l'apport du mathématicien, définir la bonne notion de solution. La bonne notion de solution, c'est pas toujours très simple. Et puis, après, il va falloir essayer de calculer la solution, donc mettre en place un algorithme de résolution ou une méthode analytique pour résoudre l'équation. Une fois qu'on a un modèle qui est comme ça, on l'accepte. Il y a une solution, elle a les bonnes propriétés qualitatives, etc. C'est-à-dire que la solution ressemble à ce qu'on attend, ce qu'on observe. Ben, si on veut utiliser le modèle, il va falloir estimer ses paramètres, le calibrer. Et là, il y a à la fois l'accès aux données,
observer ce qui se passe. Et puis, il y a aussi le travail du matheux pour incorporer ça à partir des données, les transférer en des valeurs sur les paramètres. Je reviendrai sur des exemples après. Étape suivante, calculer les solutions approchées. Bon, le plus souvent avec l'ordinateur, c'est écrire un code de calcul et confronter les solutions obtenues aux observations passées pour aller plus loin dans la prédiction. Donc tout ça, ce sont les différentes étapes qui font que si on part ex nihilo et qu'on arriverait idéalement, une fois que tout ce cycle est passé, à un modèle utilisable. Alors, regardons ce qui se passe pour un modèle de météorologie. Attention, ça va piquer, il va y avoir quelques équations. Quelles sont les variables? J'ai des variables d'état, la densité de matière, la densité de masse, donc ça c'est ce qui décrit l'air, la température de l'air, le champ de vitesse. À partir de là, j'ai des quantités thermodynamiques. Pression, énergie interne, entropie. Et puis, j'ai les lois constitutives. C'est-à-dire ce que le physicien a observé, a mesuré, qui relie ces différentes quantités. Je n'ai pas du tout d'équation en temps pour l'instant, c'est juste les façons dont ces quantités sont reliées entre elles. Donc loi de Gibbs, loi de Newton, loi de Fourier, loi de la pression, loi de l'énergie interne, critères de stabilité thermodynamique correspondant au second principe. Vous voyez, ça commence à être un peu compliqué. Je rajoute les équations de conservation. Donc les équations de temps pour dire que l'évolution en temps moins la répartition spatiale, ça se commence, et que les quantités sont préservées. Et puis j'ai pas fini, j'écris mes bilans d'énergie. Mon modèle, c'est cette palanquée d'équations. C'est les modèles de base pour la météorologie. Ceux qui sont utilisés pour prédire la météo dans d'autres jours. Vous voyez bien, les équations, elles sont extrêmement compliquées, j'ai beaucoup d'inconnus. J'ai des équations différentes, des équations en dérivées partielles, qui vont être posées sur l'atmosphère, c'est-à-dire autour d'une surface, et qui sont, il n'y a pas d'autre mot, moches. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est l'un des grands résultats de l'analyse des EDP des dernières années, c'est que toute une série de travaux ont amené ces deux chercheurs qui sont des sommités en point de vue international à montrer que le système précédent admet des solutions. Il y a des théorèmes d'existence de solutions entre guillemets faibles pour ce genre de choses. Évidemment, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. Les premiers travaux sur ces thématiques-là qui ont permis d'avancer, c'est les travaux de Leray dans les années 30. Mais ça a vraiment avancé. Le résultat final est dû à Edward Felreis, donc c'est le collègue tchèque que vous avez sur la droite de l'image avec cette belle crinière blanche, après des travaux de Pierre Louis Lyons. Donc Pierre Louis Lyons est récipiendaire de la médaille Fields, pas pour ces travaux-là, mais pour ses travaux sur la dynamique des gaz. Et c'est accessoirement le fils de Jacques Louis, qui lui a succédé au Collège de France. Alors, le problème, c'est que leurs magnifiques résultats, donc ils n'ont pas publié ça dans des articles, ils ont publié ça dans des séries de livres, parce que c'est un peu compliqué, donc c'est des pages et des pages. Ils ont juste obtenu, il existe une solution dans un sens très faible à ces équations. Si Météo France est peut-être intéressé de savoir que les équations qu'ils manipulent depuis tous les jours ont une solution, c'est pas très très opérationnel et ils vont pas pouvoir s'en servir. Donc ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mon modèle? Là j'ai écrit un joli modèle, j'ai un joli résultat mathématique, ça m'a permis de faire une belle publication, d'avoir toute la reconnaissance et l'estime de mes collègues et d'espérer placer mon nom dans le panthéon de la science.
Mais quelque part, je n'ai pas fait avancer le chimique, c'est pas ça qui me permet d'utiliser le modèle de météorologie. Alors, vous voyez, pour comprendre le modèle, il faut étudier pas mal, il faut quelques pages pour réécrire les équations, des livres entiers pour expliquer comment les résoudre, juste prouver l'existence de solutions, et donc très souvent, on ne peut pas envisager de résoudre les équations. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, c'est les équations différentielles, à part le cas linéaire et quelques cas simples d'équations non linéaires, on ne sait pas les résoudre. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens pendant très longtemps? Ça a empêché d'utiliser les modèles. On a fait voler des avions avant de savoir résoudre les équations de l'air, de Navier-Stokes, etc., qui décrivent les écoulements des gaz autour de ça. On a commencé par simplifier le modèle. On s'est dit à ce que font les physiciens. L'équation du pendule pesant, c'est par l'équation oscillateur harmonique. Vous avez l'équation x de y de point plus sinus de y égale 0, qui est la vraie équation, que vous linéarisez. Le sinus, vous dites, mon angle il est proche de la position d'équilibre, il n'est pas très grand, donc mon sinus il ressemble à y. Et puis vous oubliez, vous mettez à la poubelle le modèle réel, et vous utilisez le modèle approché. C'est une façon de faire. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est ce que font régulièrement nos collègues physiciens. C'est ce que j'appelle la linéarisation en jouant sur les ordres de grandeur. Mais ça, c'est pas toujours possible. Parce qu'on n'est pas dans cette configuration-là. Des fois, mon pendule, il n'est pas autour de sa position d'équilibre. Heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est là que la simulation informatique rentre dans l'histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis très longtemps, les gens avaient réfléchi à comment calculer des solutions approchées d'un système linéaire, d'une équation différentielle. Si vous reprenez les noms des mathématiciens qui ont écrit les méthodes de base pour faire simple, pour résoudre un système linéaire, tout le monde connaît la méthode de Gauss, on l'enseigne encore. Pour résoudre une équation différentielle, tout le monde connaît la méthode d'Euler. Gauss et Euler, ils n'avaient pas d'ordinateur à leur portée. C'était pas accessible. Simplement, l'ordinateur permet de faire de manière très efficace beaucoup de tâches très simples. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver des algorithmes, des méthodes de calcul, des codes, qui vont permettre d'écrire un modèle approché, qui sera un modèle numérique. Donc là, on arrive à une situation un peu plus complexe que la précédente. J'avais la réalité. Le premier modèle que j'ai écrit généralement sous forme d'équations différentielles ou de choses de ce style, qui est le modèle qu'on a étudié pendant des années, et maintenant, je fais un modèle approché numérique du modèle précédent. Et c'est souvent ce modèle-là qu'on va utiliser. Donc il y a un nouveau paradigme pour cette modélisation, c'est ce que j'ai mis en bas de ce transparent, le phénomène observé, sa modélisation théorique, et l'approximation numérique de celle-ci qui devient un modèle numérique, celui qu'on va utiliser dans l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant que mathématicien? C'est quoi le boulot du mathématicien dans cette nouvelle histoire? D'abord, je dois toujours vérifier que le modèle théorique est bien posé. C'est des questions d'existence de solutions, d'unicité ou éventuellement de savoir quelle est la bonne solution parmi toutes les solutions d'une équation, se poser la question de est-ce qu'elle a les bonnes propriétés qualitatives. Tout ça, ça va utiliser des outils de type analyse fonctionnelle, analyse des équations dérivées partielles, équations différentielles ordinaires. Et puis, on arrive à la question, maintenant que j'ai introduit un deuxième modèle, qui est le modèle numérique, lui aussi a sa propre solution. Et la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que je déconne ou pas. Est-ce que la solution du problème numérique, le modèle numérique que j'ai, elle est proche ou éloignée de la solution du modèle théorique? Évidemment, ça, c'est pas toujours très facile parce que je connais pas la solution du modèle théorique. Donc j'ai deux objets que je ne connais pas a priori, qui sont construits avec des règles différentes,
généralement j'aurai des suites dans le modèle numérique, des équations différentielles ou des EDP dans le modèle théorique, et je dois comparer les deux. C'est pas toujours gagné. Ça s'appelle l'analyse numérique. Et puis il y a la dernière étape. Ce modèle numérique, il faut que je l'utilise. Il faut l'implémenter et l'implémenter de manière efficace. Ça, c'est pas le travail de l'analyse numéricien, c'est le travail de celui qui fait ce qu'on appelle le calcul scientifique, qui est une partie des mathématiques qui est très en interaction avec l'informatique. C'est normal. Je veux utiliser l'ordinateur pour résoudre le modèle numérique que j'ai conçu parce que j'avais cet outil technologique. Et puis, ce qui reste à faire pour l'utilisateur, c'est de voir si ce nouveau modèle numérique me permet d'avoir une description approchée du phénomène qui est cohérente avec ce qu'il observe. Alors, je vais prendre un exemple d'un travail qui a été fait récemment par deux de mes collègues de l'université, donc Charles Pierre et l'abominable Guy Vallée qui est là au fond, sur les modèles du Liga. Alors, je ne sais pas si vous êtes promené sur les plages basques dernièrement. Le Liga, c'est le mucilage, la mousse que vous voyez parfois apparaître sur la plage et qui est l'ennemi des pêcheurs parce qu'elle vient complètement abîmer leur filet. Qu'est-ce que c'est ? Schématiquement, ce qu'essaye de décrire ce modèle, c'est que la Dour arrive en ayant drainé tout ce qui se passe en amont. Il apporte des nutriments pour des bactéries. Ces nutriments, c'est essentiellement de l'azote, c'est du carbone. On apporte beaucoup d'azote par rapport à ce qu'il y avait naturellement. Il y a certaines bactéries qui aiment beaucoup ça et qui se développent. Elles se développent, et puis elles commencent à former un film biologique qui, quand elles n'ont plus assez à manger, il y en a certaines qui vont mourir. Et puis il y a d'autres bébêtes qui vont récupérer les cadavres et ça forme et bouffer les cadavres et se développer dessus. C'est ça qui forme le Liga de manière très schématique. Alors si je regarde un petit peu les équations qu'ont écrit mes collègues, vous avez un dN sur dt, ça c'est la dérivée de la concentration en azote. Un dC sur dt, c'est la dérivée de la concentration en carbone. Et puis après, vous avez des quotas, c'est-à-dire la capacité qu'ont les bactéries à absorber du carbone, à absorber de l'azote, et puis les concentrations en bactéries. Donc ce modèle essaye de décrire tout ça, ça s'écrit avec des équations différentielles. Tout n'est pas complètement explicite là, mais voilà, là vous avez un modèle théorique que Guy et Charles ont construit en discutant avec des biologistes, ils ont dit, voilà, c'est telle chose, le taux d'assimilation de telle bactérie, c'est tel truc, etc. C'est le modèle théorique. Quand je regarde la suite du papier, je vois apparaître un théorème. Alors, vous voyez, ça ressemble vraiment à un théorème de maths, j'ai des hypothèses, elles ne sont pas rappelées ici, on les a numérotées, mais elles sont là. Puis on dit, premier résultat, il existe une solution. Alors, comme c'était une équation différentielle non linéaire précédemment, on sait bien qu'on va appliquer Cauchy-Lipschitz, qu'on va avoir une solution locale en temps qui peut éventuellement exploser. Et puis, il va donc falloir, point 2 du théorème, savoir si la solution elle explose ou pas, ou si elle existe pour tout le temps. C'est exactement ce que font Guy et Charles. Point 1, on reconnaît les Cauchy-Lipschitz. 2, on sait que ça c'est plus dur, l'existence locale. Et donc, ils vont démontrer des propriétés qualitatives. Et puis, le point 3, c'est de savoir si ce modèle il est déconnant par rapport à ce qu'on attend biologiquement. Typiquement, des concentrations, ça doit rester positif. Je dois avoir des bornes sur certaines choses, pour les quotas, etc. Donc, est-ce que ce modèle les respecte ? Réponse, oui, c'est le point 3. Donc là, on est vraiment dans l'analyse mathématique usuelle. On a une équation différentielle, un système d'équations différentielles. On se pose les questions de base. Est-ce qu'il existe une solution ? Est-ce qu'elle explose ou pas ? Et est-ce qu'elle a les bonnes propriétés qualitatives ? Et puis après, on arrive à se dire, ok, est-ce que je peux faire des simulations ? Pour une équation différentielle, oui, c'est pas très compliqué. Si je connais la multitude de paramètres, donc qui sont ces coefficients A, tau n, etc., par exemple,
je sais résoudre, et ça, on a des méthodes complètement standards, les méthodes de l'air, qu'elles soient implicites ou explicites, que je vous rappelle en bas. Ok, alors est-ce que le boulot est fait? Ben non, pas du tout. Ce modèle, pour l'instant, il ne me sert à rien. Pourquoi il ne me sert à rien? Parce que je ne connais pas les valeurs, les constantes biologiques. Je ne connais pas les apports de nutriments dans la Dour que la Dour apporte dans le golfe de Gascogne via son panache. Ça, je ne sais pas. Si je n'ai pas les bonnes valeurs, mon modèle il va me prédire n'importe quoi. C'est pour ça que quand on fait des prévisions météorologiques, on a des satellites d'observation, on a des bouées dans les océans, on a des ballons, et ces données, elles sont réincorporées régulièrement pour corriger le modèle. Cette phase-là, ça s'appelle l'identification de paramètres. Alors, avant de parler d'identification de paramètres, un petit instant de publicité. Je ne sais pas si vous écoutez régulièrement France Culture et les podcasts de France Culture, mais je vous recommande particulièrement celui-là. Il y a 4 épisodes de 15 minutes où Cédric Filani explique le lien entre les équations différentielles, l'invention du calcul différentiel, tous les modèles qui viennent avec. Donc vous allez rencontrer évidemment Newton et Leibniz. Vous allez rencontrer après des gens qui ont commencé à faire de l'optimisation dessus, les Maupertuis, les Lagrange, etc. Et puis vous arriverez à la fin sur l'informatique, des gens comme von Neumann et Turing. Ils racontent ça, 4 épisodes de 15 minutes, dans la voiture en allant au travail, c'est passionnant. Et ça montre bien le lien entre le développement de l'outil mathématique, de l'objet mathématique, du concept et du modèle. C'est vraiment l'aspect super intéressant de cet exposé. Accessoirement, Cédric était un copain, donc un peu de pub. Il en a bien besoin en ce moment, il n'a pas trop le moral. Deuxième exemple, pour justifier ce lien entre modèle et outils mathématiques. Cette médaille, c'est la médaille du prix Carl Friedrich Gauss, nommée par l'Union mathématique internationale. Elle la donne une fois tous les 4 ans, en même temps que les médailles Fields. Donc elle donne une médaille pour les mathématiques appliquées, la médaille Gauss, et 4 médailles Fields pour les mathématiques en général, qui, étant donné la composition du comité, ne sont allées que 2 fois vers les mathématiques appliquées. Les autres étant pour des travaux beaucoup plus fondamentaux. Alors, Gauss, c'est quand même pas un mathématicien mineur. On peut considérer que c'est peut-être avec Euler l'un des 2 plus grands. Et il a inventé quelque chose qui est fondamental dans l'histoire des maths, qui est illustré sur le revers de la médaille. Donc vous avez un portrait stylisé de Gauss avec prix médaille Carl Friedrich Gauss for the Application of Mathematics par cette International Mathematical Union. Et puis à gauche, vous avez de manière très stylisée Cérès. Alors à l'époque, un des grands débats, c'est que Cérès avait été identifié, vu, puis on l'avait perdu. Et donc celui qui avait dit, il y a quelque chose là, il est passé un peu, c'est bizarre, hein, on va pointer dessus, on ne le voit plus. Et Gauss a inventé le calage de modèles par la méthode des moindres carrés pour prédire où on pourrait revoir Cérès à quelle date. Et ces prédictions, elles étaient justes. On a trouvé Cérès là où il l'avait dit, quand il l'avait dit. Ça était une démonstration tout à fait remarquable de la puissance, 1, du modèle mathématique et des équations différentielles, et 2, du concept moindre carré qu'a conçu Gauss. C'est une vraie idée révolutionnaire comme il n'y en a pas souvent. Qu'est-ce que c'est l'idée de Gauss? Son idée, c'est utiliser le passé pour caler les paramètres dans une équation différentielle ou un problème, un modèle, pour s'en servir pour prédire l'avenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Techniquement,
Vous prenez l'équation différentielle qui était précédemment. Elle dépendait des variables et elle dépendait d'un certain nombre de paramètres. Vous regardez l'application qui, au paramètre, vous donne la trajectoire, c'est-à-dire le parcours, l'évolution en temps de la solution pour une équation différentielle. Et vous dites, maintenant, ça, je vois ça comme une fonction, des paramètres dans un certain espace, un certain ensemble de courbes. Et je vais pouvoir comparer ça entre ce que me donne la prédiction pour une certaine valeur du paramètre et ce que j'observe. Et je vais minimiser ça. Il minimise le carré de l'écart parce que c'est plus facile de dériver un carré qu'une valeur absolue. Et c'est ce qu'ont fait mes collègues dans leur papier sur le ligand. Si je regarde ça, j'ai une application, j'ai des paramètres. Donc l'équation différentielle est réécrite ici de manière très schématique. La variable x et le paramètre x. La variation de la variable dépend d'une certaine fonction du paramètre et de x. Et puis ce qui démontre, c'est que cette application qui au paramètre associe la solution, donc l'application qui a p associe x étant la trajectoire solution de l'équation, elle est régulière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre d'équations différentielles, dans le carton par exemple. C'est expliqué en long, en large et en détail comme jolie application du théorème des fonctions de félicité. On a une équation différentielle satisfaite par cette dérivée qui permet de la calculer, et à partir de là, je peux minimiser la fonctionnelle de moindre carré. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez appelée L et pas MC, moindre carré, ou least square, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu saugrenu, L, mais vous en calculez le gradient. Et vous donnez un algorithme pour faire ça, ce qui permet de faire le calage de paramètres. C'était une spéciale dédicace. Ok. Alors, dans mon plan, observer, modéliser, analyser, simuler, dans le but de prévoir, j'ai déjà parlé un peu de prévoir, et puis après, j'ai utilisé le mot contrôler. Qu'est-ce que c'est que le contrôle? Alors, ce n'est pas les forces de l'ordre, on ne peut pas contrôler une foule, c'est vraiment quelque chose qui est lié au développement de la machine. J'ai un système qui est régi par une certaine loi. Je veux agir sur ce système pour l'amener dans l'état que je veux. L'exemple le plus simple, c'est vous avez la rame de métro à Toulouse, je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro à Toulouse, il n'y a pas, ou l'Ornival, il n'y a pas de pilote dedans, il n'y a pas de conducteur. Et pourtant, ça va d'une station à l'autre et ça s'arrête pile poil comme il faut. La trajectoire est contrôlée par les forces qu'on exerce dessus. Alors, historiquement, le premier système de contrôle a été lié à la machine à vapeur. La machine de Watt, elle est géniale, elle a révolutionné la technologie, le transport a permis la révolution industrielle, mais elle avait un gros défaut, c'est que la vapeur, ça monte, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, la pression augmente, et de temps en temps, c'est ce qu'on voit dans Lucky Luke remontant le Mississippi, ça fait boum. Bon, on s'est dit, un des problèmes à l'époque pour les locomotives, c'était le même. Comment s'assurer qu'on reste à une pression suffisante à l'intérieur de la chaudière pour que ça fasse tourner la machine à la bonne vitesse, tout en s'assurant que la pression ne saute pas. Et voilà le premier système. C'est un nom Bolson en anglais qui veut dire ça, c'est que ce système, ils avaient en fait, quand la machine tourne, la rotation de l'axe autour duquel ils peuvent tourner du côté, c'est ça. J'ai fait une connerie. Vous faites tourner ça. En faisant tourner ça, la force centrifuge fait que les deux boules se relèvent. En se relevant, le système inversé là permet de lever le clapet qui va faire lever une soupape qui permet à la vapeur de s'échapper. Si la vitesse diminue, ça retombe et le clapet se referme. Donc c'est un système de contrôle purement mécanique qui vous garantit que la pression à l'intérieur de la chaudière, elle reste au bon niveau, suffisant pour faire avancer le train ou la machine à aube, mais pas trop dangereuse pour ne pas risquer d'exploser. Alors,
historiquement, ça c'est devenu une discipline qui s'appelle maintenant l'automatique, qui permet le contrôle, qui étudie ces choses. Alors, je vais regarder un problème historique, problème que a dû se poser Von Braun quand il a eu pour mission d'aller sur la Lune et de revenir. Contrairement à ce qu'avait imaginé Jules Verne, un gros canon, ça ne va pas être très opérationnel parce qu'il va se poser la question suivante. Admettons que vous quittiez l'attraction terrestre, vous allez tomber dans le champ d'attraction de la Lune. Si vous ne freinez pas, vous allez vous accélérer et vous allez vous scratcher sur la Lune. Et vous aurez du mal à repartir parce qu'il n'y aura plus de fusée, il n'y aura plus personne. Vous aurez juste fait la mouche écrasée sur le pare-brise. Donc, c'est ce qu'explique Tournesol ici à Haddock. Il faut à un moment être capable de décélérer et quand on a marché sur la Lune, la fusée se retourne. Il met un moteur annexe qui permet de la faire tourner. Je ne sais pas si ça vous vous rappelez de ça. Et à un moment, ça va ralentir. Alors, c'est pas ce qu'on fait Von Braun. Von Braun, il a mis quelque chose en orbite autour et puis il a envoyé un petit module. Parce qu'il n'y a pas besoin de renvoyer toute la fusée. Ça, c'est un peu trop gros. Alors, regardons un petit modèle pour essayer de décrire le phénomène d'une fusée qui allume. Qu'est-ce que j'ai comme paramètres? L'altitude, la vitesse, la masse, et puis la poussée que ma fusée va être capable d'exercer pour ralentir. Ok? La loi de Newton nous donne cette équation, et donc j'ai très vite un modèle de déséquation différentielle. La première ligne, c'est la loi de Newton. La deuxième, c'est la définition de la vitesse, vous pouvez l'oublier. Et la dernière, c'est juste dire que pour avoir une poussée, je suis en train de consommer du gaz et jeter du gaz. Donc je vais juste supposer là que la poussée qu'exerce ma fusée, elle est proportionnelle à la masse de gaz que j'éjecte. Ok? Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir atterrir sur la Lune, allunir. Et je veux allunir dans une situation qui fait que ma fusée ou mon vaisseau ne soit pas complètement détruit. Donc je veux atterrir à vitesse minimale. Donc je veux trouver un moyen d'agir. Je peux agir à travers la commande de la poussée, donc la fonction alpha de t, pour que, à partir de la configuration initiale, je suis en train d'approcher de la Lune, je suis à une certaine hauteur, avec une certaine vitesse, je puisse amener un instant à être à l'altitude 0, je vais toucher le sol de la Lune avec une vitesse minimale. Est-ce que je peux faire ça? Alors, qu'est-ce qu'a dit Haddock? Pas Haddock. Qu'est-ce que Haddock a entendu de Tournesol? Tournesol lui a dit, je vais décrire ma stratégie berger, c'est de dire, je me laisse tomber jusqu'à un moment, et là, je mets la poussée au maximum pour me ralentir. D'accord? Donc je vais supposer exactement ça. Je vais supposer qu'il y a un temps de commutation entre j'arrive, je suis en chute libre, et puis je mets en route mon moteur, je le mets à fond, et je redescends, et je vais atterrir à vitesse nulle sur la Lune. Ok? C'est maintenant un truc très simple à résoudre. Donc T étoile, c'est le moment où on allume. On allume, oui, c'est ça. On allume. On n'a pas tous les jours l'occasion d'utiliser le verbe allumer. Et puis tau, c'est le temps de commutation. C'est le moment où vous allumez le moteur. Après la commutation, si je regarde l'équation, j'écris alpha égale 1, j'ai une équation qui est gentille. Je peux juste calculer, je peux la résoudre juste en calculant les primitives. J'ai une primitive qui est très moche, mais je peux faire le calcul. En particulier, à l'instant de commutation, je vois que ma vitesse, elle est calculable, et ma vitesse, et mon altitude aussi. Donc ça veut dire que si je me place dans l'espace dit des phases, donc la variable h est en abscisse, sa dérivée, la vitesse en ordonnée, ma trajectoire, je la connais. Elle a un point de départ qui est là, ce point-ci, qui est l'instant de commutation, donc l'étoile est mal placée. L'étoile doit être sur le T, pas sur le tau, excusez-moi. Et là, c'est la partie où la trajectoire est poussée. Ok? Donc ça, c'est ce que je peux faire
C'est ce qui va m'amener à l'unir avec une vitesse nulle si je passe par cette courbe-là. Avant la commutation, l'équation n'est pas beaucoup plus difficile à résoudre, hein, alpha égale 0. On fait le calcul et on voit que, en fait, dans l'espace des phases, la trajectoire, elle décrit une parabole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le point de départ, lui, il m'est donné, c'est la vitesse à laquelle j'arrive sur la Lune. Je trace la parabole dont je viens de calculer l'équation. Il y a deux possibilités. Soit elle coupe la courbe rouge, qui est la trajectoire que je sais contrôler, dans le sens des points que je sais contrôler en mettant le moteur à fond, soit elle ne le coupe pas. Donc j'ai, exemple, ce point de départ violet, qui est une configuration non contrôlable. Si j'arrive trop vite sur la Lune, avec une quantité donnée de carburant que je peux utiliser, donc une capacité limitée de freinage, on comprend bien qu'on risque de se scratcher, on n'aura pas l'énergie suffisante pour freiner. En revanche, si on démarre comme dans la configuration verte, on a une énergie cinétique qui est relativement limitée. La quantité de freinage, la quantité de poussée verticale que je vais pouvoir utiliser, me permettra de me freiner. Alors là, vous voyez, le modèle que j'ai utilisé, c'est des équations différentielles très simples qui s'intègrent avec un calcul de Trinity. Malgré tout, on peut quand même répondre à la question est-ce que le tournesol a raison? Est-ce que c'est délirant? On ne sait pas trop, ça dépend de la quantité de pétrole, d'énergie, carburant qui va pouvoir se mettre dans sa fusée. Ce qui est assez moral. En revanche, la question d'après, c'est de se dire, bon, ok, être contrôlable, c'est bien, mais est-ce que je peux le faire de manière optimale? Est-ce que cette stratégie, c'est celle qui requiert de consommer le moins de comburant? Parce que le comburant, ça pèse, il faut l'arracher, ça veut dire, etc., c'est des coûts. Alors, démontrer que cette stratégie, c'est celle qui permet, si c'est contrôlable, d'arriver à la position à l'unissage à vitesse nulle avec le moins de consommation d'énergie, c'est une autre paire de manches. C'est vrai, mais ça requiert d'utiliser ce qui s'appelle le principe du maximum de Pontrialine. Très schématiquement, j'ai un problème d'optimisation sous contrainte. La contrainte, c'est que la trajectoire est solution de l'équation différentielle. D'accord? Et je vais écrire l'équation d'Euler-Lagrange pour ce problème, le multiplicateur de Lagrange correspondant à être solution de l'équation différentielle. Donc là, c'est un élément du dual de l'espace dans lequel on est en train de chercher des choses. C'est un peu compliqué. Donc c'est pas accessible du tout avec des outils lycée. On est sur un cours de Master 1, Master 2. Ok. Alors maintenant, je devrais terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste, je déborde par ce qui est un peu ma pratique personnelle. Moi, je suis un optimiseur de forme. Quel genre de modèle c'est? Imaginez qu'on veuille optimiser un pont. Un pont, c'est une structure qui passe à travers, on va dire, un palier. J'ai un tablier, il me reste 5 minutes. Ça va piquer. Excusez-moi, je vais aller vite. J'ai un tablier sur lequel il y a des forces qui s'exercent, c'est des voitures, c'est des piétons qui passent sur le pont. Et puis j'ai des zones sur lesquelles ce pont il peut s'appuyer, c'est les zones rouges là en bas. Un pont c'est fait en béton. Le béton c'est un matériau assez cassant qui est, d'un point de vue élastique, on peut considérer comme un bon corps élastique, très faible, petit déplacement. Tout ce que vous voulez, ça résout les équations de l'élasticité linéaire de manière assez raisonnable. Donc je vais dire que le déplacement du pont quand j'exerce des forces dessus, la façon dont il s'écrase, par exemple, c'est en suivant les lois de l'élasticité linéaire. Et ce que je veux, c'est que mon pont il soit le plus léger possible, parce que mettre du béton, ça coûte cher. Donc je veux mettre le moins de béton possible pour que mon pont soit le plus rigide possible. Alors la notion de rigidité peut être très variable, je peux regarder le travail des forces exercées.
On peut regarder le maximum du déplacement, on peut regarder les contraintes maximales à l'intérieur. Ça, c'est des critères physiques. D'accord? Mais schématiquement, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? C'est que je veux optimiser quelque chose qui est une géométrie, la forme de mon pont. Et pour faire ça, je vais devoir calculer les solutions, le déplacement de mon pont quand je exerce un chargement dessus. Donc, quels sont les ingrédients pour faire ça? Vous avez besoin d'une méthode numérique d'optimisation. Et puis, vous avez besoin de savoir résoudre numériquement une ADP. Puis, il faudra coupler les deux. Alors, quand Olivier m'a dit que ça faisait partie du plan académique de formation, je me suis dit, oh là là, il faut que je mette quand même des éléments du programme de modélisation. Juste rappeler ce que c'est que la méthode du gradient. La méthode du gradient, c'est quelque chose de très très simple et très très bête. Je veux minimiser une fonction C1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais y aller de manière itérative, je suis à un endroit, je regarde dans mon voisinage et j'essaye de savoir quand est-ce que ça descend devant moi. Ben, pour faire ça, il faut que je lise la pente. La pente, c'est l'information contenue dans la dérivée. Donc, on écrit un petit développement de Taylor de notre objectif. Et on voit que si on part dans la direction h, qui est l'opposé de la direction du gradient, eh bien quand je fais ça, je vais aller avec un terme négatif à l'ordre 1. Mon petit taux de h, je ne le verrai plus. Et négativement, je vais le baisser. Donc ce que fait la méthode de gradient, c'est juste, je fais cette chose-là de proche en proche. Schématiquement, je pars d'un point. Je regarde une direction qui me fait baisser, elle m'est donnée par la ligne de plus grande pente, la direction du gradient. Je fais un pas dans cette direction-là, je m'arrête et je regarde de nouveau la chose et j'avance, ainsi de proche en proche. Je ne suis pas en train de faire un ballon que je lâche sur le sol et que je laisse rouler le long de la pente qui va descendre jusqu'en bas. Ça serait une équation d'ordre 2. Il faudrait donc que j'ai une récurrence d'ordre 2. Là, j'ai juste une référence d'ordre 1, je n'ai pas l'effet mémoire. C'est l'algorithme de base. Alors, je vous ai dit, il faut que je sois capable de calculer une dérivée pour faire cette méthode de gradient. Mais ma variable, c'est une forme. Une géométrie, un ensemble, vous savez bien que je n'ai pas une structure linéaire dessus. Je ne peux pas faire la somme d'un cercle plus d'un cercle, d'un cercle plus d'un carré. Il y a un sens, l'addition de Minkowski, mais enfin, ça ne va pas être très, très opérationnel. C'est une addition, mais je n'ai pas de soustraction. Je n'ai pas de multiplication naturelle par un réel, donc je n'ai vraiment pas une structure linéaire, donc je n'ai pas de calcul différentiel. C'est même pas une structure de variété pour ceux qui connaissent. Mais pourtant, ça fait longtemps qu'on veut optimiser des formes. Alors, la solution que je vous propose, c'est une solution qui a été introduite par Hadamard, Jacques Hadamard, dans son mémoire sur l'équilibre des plaques en 1905. Donc Jacques Hadamard est un grand analyste français, un professeur au Collège de France aussi, professeur à Nancy, puis professeur à Paris. Et son idée, c'est de dire, je veux avoir une notion de forme proche d'une forme de référence, mais il dit, c'est pas grave, je vais regarder toutes les transformations de l'espace dans lui-même, et je vais les faire agir sur ma géométrie. Les transformations de l'espace dans lui-même, c'est ce qu'on appelle les diffomorphismes, si on veut un peu de régularité. Donc il fait agir les diffomorphismes de l'espace W infini, grand terme savant pour dire que je veux que mon diffomorphisme soit différentiable et à différentiel borné, d'inverse borné, ce qui permet d'écrire une formule de changement de variable. Si vous faites ça, vous comparez la valeur de votre critère en un point déformé par identité plus θ. Identité, vous ne bougez pas. Identité θ, vous bougez un petit peu. Identité plus θ, vous êtes en train de bouger un petit peu. Donc, schématiquement, ça veut dire que si j'ai un point du bord de D, je me donne une petite déformation de ça, un petit champ de vecteur que j'applique et je déforme dans cette direction chaque point du bord. Quand je fais ça, je déforme mon domaine, je peux évaluer la variation de mon objectif. Eh bien, si ça c'est linéaire en ce θ, je vais dire que j'ai une dérivée de forme.
La grosse difficulté pour l'optimisation de tout ça, c'est que, vous savez tous, on calcule différentiel, on commence par définir une différentielle, et on parle de gradient en disant que c'est le représentant de RIS de la différentielle. Ça suppose qu'on ait un produit scalaire. Ouais. Là, je suis dans un espace qui n'est pas un espace hilbertien, c'est pas un espace euclidien. C'est pas de vraie notion de gradient. Il n'y a pas de notion de gradient intrinsèque. Alors ça, c'est en tant qu'optimiseur, c'est vraiment pas quelque chose de sympathique parce que le gradient, ça apparaît dans des méthodes beaucoup plus Sioux, beaucoup plus performantes que la méthode du gradient dont je vous ai parlé. Ça veut dire que je n'aurais pas le droit d'utiliser ces choses-là. Mais essentiellement, la méthode qu'on va utiliser pour faire les simulations que je vais vous montrer après, c'est de dire, je me donne une configuration géométrique donnée, je vais essayer de l'améliorer de proche en proche. Donc à l'intérieur de cette configuration, je vais calculer mon déplacement, je vais calculer la direction qui fait descendre le critère que je veux, et puis je vais m'en servir pour déformer ma géométrie. Et je recommence, en suivant un algorithme de gradient. Deuxième ingrédient, il faut que je sois capable de résoudre une EDP. Typiquement, pensez à un Laplacien dans le domaine. L'équation de l'élasticité, c'est plus compliqué. Le déplacement, c'est une quantité vectorielle, au lieu d'être un déplacement, une quantité scalaire. Mais essentiellement, ça a les mêmes propriétés. Alors, comment on fait? On a une géométrie, un domaine qui est donné. On va mailler. C'est-à-dire qu'on va découper, partitionner le domaine dans lequel on cherche à résoudre notre équation. Ça peut être le Bachmann qui est là, qu'on va découper en écrire comme union de triangle. Ça peut être la pièce mécanique qui est à gauche, sur laquelle on peut zoomer, qu'on va écrire comme une union de tétraèdre en 3D. Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dire je vais me donner un espace de fonction dessus, je vais me donner un espace de fonction affine dessus. Bêtement, j'ai plein de triangles, j'ai plein de sommets, je prends les fonctions qui valent 1 sur un sommet et 0 sur tous les autres et qui sont infinis en morceaux. Et puis, je vais essayer de transformer l'écriture de mon EDP, une équation comme Laplacien moins Laplacien égale f, avec des conditions au bord, et je vais chercher une solution de cette équation sous la forme d'une combinaison linéaire de cette famille de fonctions affines par morceaux. Ça va me ramener à un si grand système linéaire, pour lequel vous avez la méthode de Gauss, vous avez des méthodes plus performantes sur méthode itérative pour faire ça. Et ça, c'est l'ingrédient fondamental utilisé en mécanique actuellement. Tous les calculs de résistance des matériaux en architecture, pour la conception de voitures, pour l'aéronautique, etc., ils reposent sur cette idée un peu bébête de découper notre domaine en triangle ou en tétraèdre et de regarder des fonctions affines ou des fonctions polynomiales, si on veut monter en précision, là-dessus. Une fois qu'on a ça, on arrive à résoudre, et vous voyez que j'ai quelque chose qui va dépendre, en gros, de la qualité du découpage de mes triangles. J'essaie de résoudre l'équation de Laplacien U dans ce L ou dans ce visage, avec des conditions 1 au bord ou 0 au bord. J'ai un truc très grossier à gauche, je raffine le maillage, et une fonction qui est d'approximation qui est de meilleure qualité, beaucoup plus pertinente, et ça me permet d'approcher la solution. Approcher la solution, ça me permet de calculer de comment je vais modifier mon objet. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à faire comme genre de calcul? Je reviens à mon pont. Mon pont, ici, il a son tablier. Vous voyez, c'est la partie supérieure qui a des couleurs. Vous voyez que cette partie supérieure, elle est partitionnée en 5 zones. Je vais supposer que mon chargement, c'est des forces qui s'exercent sur chacune de ces 5 zones de manière aléatoire. Je vais donner un modèle aléatoire comme une somme, une combinaison linéaire sur chacune de ces zones.
Ce pont, il doit s'appuyer sur des piliers. Ces piliers, c'est la zone appelée gamma D que vous voyez en gris en dessous. Je vais partir d'un premier pas dans mon optimisation qui est supposé que mon pont, j'ai tout rempli avec ce tétraèdre, avec ce parallépipède. Et puis je vais lancer le calcul à partir des ingrédients que j'ai mis en place avec juste une méthode de gradient et la méthode des éléments finis. Alors c'est quelques dizaines de milliers de codes en fait, in fine. Voilà ce qu'on obtient. Et ce qu'a obtenu Giulio, donc Giulio Scapantini, c'est un doctorant qui va soutenir là en mars. Le critère, qu'est-ce que j'ai cherché de faire? J'ai essayé de minimiser le volume de la partie bleue, le volume du support de mon pont. Et mon critère, c'est pas juste un critère de rigidité, comme j'ai pris un modèle stochastique, ce qui m'intéresse, c'est plus de quantifier les risques. Là, j'ai fait la probabilité que le seuil, le critère de von Mises des contraintes déviatoires dépasse un certain seuil avec une probabilité de 99%. Donc il faut que je reste en dessous d'un certain seuil. Le critère de von Mises, c'est un critère qui permet de contrôler le passage de l'élasticité à la plasticité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous fait joujou avec le trombone. La première fois que vous écartez un trombone, il revient à sa place. Vous écartez une deuxième fois, il revient un peu moins à sa place, et puis au bout d'une 10e fois, votre trombone, il reste tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez endommagé la structure cristalline du fer ou de l'acier dans lequel est fait votre trombone, vous avez fait un phénomène plastique qui est réversible. Élastique, c'est vraiment, je suis toute transformation irréversible. Plastique, ça devient irréversible. J'ai créé ce qu'on appelle des micro-fissures à l'intérieur. On a modifié la structure cristalline. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un seuil élastique à un seuil plastique? Eh bien, c'est les contraintes, les efforts qui s'exercent à l'intérieur du cristaux doivent dépasser un certain seuil. Votre structure cristalline, elle est capable d'encaisser un certain niveau de perturbation, et si vous tapez trop fort dessus, eh bien, vous les cassez de manière irréversible. C'est la plasticité. Donc le critère qu'on utilise comme ça, c'est de dire, je ne veux pas endommager mon pont. Je veux que la probabilité que mon pont soit endommagé en fonction du modèle que je me suis donné sur le passage de camion, eh bien, ça soit 1%, dans 1% des cas, ça va dépasser. Donc c'est ça qu'on arrive à faire. Et vous voyez un peu la forme... je sais pas, c'est quasiment organique, c'est pas ce qu'on observe sur des ponts. Il y a des gens qui se sont amusés à construire des bâtiments comme ça. Alors évidemment, c'est au Qatar, parce que ça coûte un bras et ça sert à rien. Mais ils se sont amusés à Doha, de l'entrée du Centre national de congrès. C'est un très joli pont qui a cette structure qui a été calculée par ces algorithmes et ces méthodes. Donc c'est pas de l'art. C'est juste le résultat de la méthode de gradient. Accessoirement, ça sert aussi à construire et à optimiser la structure interne des gratte-ciels. Non, en fait, ça ne sert pas comme pont. Le calcul a été fait pour un pont, mais c'est l'entrée du centre des congrès. Il ne faut pas chercher à comprendre, hein, c'est juste comme ça. Et à droite, là, vous avez un gratte-ciel qui lui a été construit, dont la structure interne, donc tous les renforts ont été optimisés par le calcul. Alors, pour finir, je voulais juste vous dire que dans le monde des modèles, je vous ai parlé des modèles déterministes, basés sur des équations différentielles, parce que c'est ce que je pratique tous les jours. Évidemment, il y a plein d'autres choses. On ne peut pas faire l'impasse sur les modèles stochastiques, le continent de l'aléatoire est partout en modélisation. Les probas, je vous en ai parlé un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, ce qui va passer sur mon pont. Je ne sais pas quelles sont les rafales de vent qui vont s'appliquer sur ma structure. Donc il faut que je sois capable de prendre en compte la notion de risque, la notion d'incertitude sur mes paramètres. Donc ça, c'est vraiment fortement lié aux probabilités et aux statistiques.
Ça a infiniment d'applications en biologie, en génomique. Les maths financières, c'était des probas à la base. On a beaucoup parlé du DEA de master de Nicolas Carouille, c'est une collègue spécialiste du calcul stochastique. Même l'algèbre amène plein d'applications et de modèles. Tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est factorisation de polynômes sur des corps finis, la géométrie algébrique sur les corps finis. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit non mais c'est pas possible, comment on a pu inventer des conneries pareilles. Non, et ça sert à plein de choses. C'est pas juste quelque chose qui sort d'un délire mathématique. Il faudrait peut-être d'ailleurs repenser à l'histoire de Leray, l'histoire des mathématiciens de l'entre-deux-guerres et de l'immédiat après-guerre. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Leray. Jean Leray, c'était un professeur à l'école polytechnique, spécialiste de la mécanique des fluides. Les premiers travaux sur Navier-Stokes, c'est les projecteurs de Leray, c'est des solutions au sens de Leray. Il a été fait prisonnier, en 39 et en 40, en 40 plutôt, je crois. Il a passé le reste de la Deuxième Guerre mondiale dans un stalag. Évidemment, c'était un des grands spécialistes de la mécanique des fluides, l'application naturelle, c'était l'aviation. Donc ça a beaucoup intéressé les Allemands. Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est dit, je vais faire des maths qui servent à rien. Il a inventé la topologie algébrique. Les mathématiciens anglais s'étaient dit exactement la même chose, les probabilistes la même chose à la fin de la Première Guerre mondiale, quand on s'est dit toutes nos avancées, tous nos modèles servent à propager la mort, la guerre industrielle, etc. Toute la réflexion qu'a pu avoir Oppenheimer, qui a été remise d'actualité avec le film, les savants, les mathématiciens, et il y en a qui se sont dit, ben voilà, je vais arrêter de faire des choses qui soient utiles et je vais regarder des choses complètement abstraites qui servent à rien. Le calcul stochastique a été développé un peu dans cette idéologie-là et ça a eu des applications. Il ne faut jamais oublier que quand on crée un savoir, il pourra servir aussi. Donc, ne pas travailler sur des modèles, ok, mais dans 20 ans, dans 15 ans, l'application sera là aussi. On trouvera des modèles à quoi ça sert, qui serviront à ça. Voilà. Juste pour finir, d'un point de vue culturel français, il y a un truc qu'on n'enseigne pas, qui sont des maths discrètes. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une variable qui prend des valeurs dans les entiers? Tous les problèmes de recherche opérationnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on n'enseigne pas, et pourtant, qui est absolument fondamental. Amusez-vous à réfléchir à ce problème-là. Je le laisse à votre sagacité. Essayez de le résoudre. Vous êtes un voleur, vous avez un sac qui a une capacité limitée, et vous avez des objets qui ont des valeurs différentes. Comment vous remplissez votre sac? Quelle est la méthode pour maximiser ce que vous avez emporté en valeur? Ça sert en logistique. Le problème du sac à dos, vous avez le problème de la redoute, vous avez des colis, enfin Amazon, vous avez des colis de formes différentes, vous avez un parcours pour livrer les gens. Comment vous remplissez votre camion? Pour ne pas passer votre temps à aller chercher des choses qui sont bonnes. Merci de votre attention. Merci à mes collègues dont j'ai utilisé les travaux, voire les exposés de certains je me suis bien inspiré. Et puis merci à Giulio pour les simulations que j'ai pu vous montrer, qu'il a faites dans le cadre de sa thèse. Merci beaucoup. On va dire.